Alors, bonjour à tous et à toutes. Les services aux étudiants et à la communauté du Collège de Maisonneuve, en collaboration avec Éducation troisième âge, sont heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation virtuelle de notre programmation automne 2020. Alors, je remercie à l'avance les professeurs et conférenciers qui ont accepté de relever ce défi virtuel. Ce n'est pas évident, mais nous allons faire tout notre possible pour vous offrir des contenus intéressants avec la plateforme Zoom que plusieurs connaissent déjà. Et je pense qu'on va arriver quand même à avoir des contenus intéressants pour cette session-ci. En souhaitant qu'à l'hiver, il y a des changements, mais on y va une session à la fois. Alors, je vais donner la parole à chacun de nos professeurs et conférenciers qui vont vous présenter leur contenu de cette session-ci. Je vais commencer avec Mme Ania Ziahi, qui a une conférence le 5 octobre. Bonjour à tous, merci beaucoup Stéphane. Je suis ravie que les cours reprennent, même si évidemment dans ce contexte sanitaire, des cours vont se faire de manière virtuelle. Donc en fait, à chaque année, j'ai le plaisir de vous parler de l'Iran, donc un pays qui est souvent au cœur de l'actualité, mais qui reste quand même à certains égards assez méconnu. Évidemment, pourquoi parler de l'Iran et pourquoi parler de l'Iran aujourd'hui? C'est un pays qui a une histoire et une culture millénaire. Évidemment, si on parle aussi beaucoup dans ce pays, on parle beaucoup de ce pays dans les médias. C'est aussi par rapport à son importance géopolitique et géostratégique. Et évidemment, tous les débats qu'il y a eu sur la scène internationale, et évidemment les relations très tumultueuses entre l'Iran et les États-Unis, d'où en fait finalement cette présence de ce pays souvent dans les médias, mais qu'on aborde sans vraiment approfondir, sans évidemment, parfois on n'a pas le temps non plus, c'est souvent le facteur temps qui rentre en ligne de compte, de vraiment prendre le temps de donner des clés de compréhension pour qu'on puisse savoir exactement de quoi on parle, pourquoi on en parle, quels sont les enjeux actuels. Donc, je vais beaucoup m'attarder lors de cette conférence sur l'actualité politique récente liée à ce pays. Et évidemment, on sera cet automne aussi en plein dans les élections américaines. Alors, ce serait très intéressant justement de venir vraiment se focaliser sur les relations Iran et États-Unis. Évidemment, quand je dis relations, il n'y a pas vraiment de relations existantes puisqu'il y a une rupture diplomatique depuis la prise des otages en 1979. Donc maintenant, ça va faire plus de 40 ans qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Et la relation, ou en tout cas les échanges entre les deux pays se font sur un volet assez contradictoire entre rejet et fascination. Et on verra pourquoi en fait il y a un rejet des deux côtés, des deux pays, et pourquoi évidemment on parle aussi de fascination, puisque dans l'esprit de beaucoup d'Iraniens, et surtout dans la jeunesse iranienne, les États-Unis restent malgré tout le fameux rêve américain, le fameux American Dreams. Alors, ça remet parfois aussi un peu en question tout ce qu'on dit souvent sur le sentiment anti-américain ou le sentiment anti-occidental. Est-ce que c'est un mythe aujourd'hui? Est-ce que c'est une réalité dans la jeunesse ou en tout cas au niveau de la société civile iranienne? Est-ce que justement, on abordera surtout aussi le sentiment anti-américain qui fait vraiment partie de la politique de propagande de l'État. Donc, préciser peut-être qu'on parlera d'un anti-américanisme, ce sera plutôt un anti-américanisme d'État. On profitera évidemment tout au long de cette conférence. Je vais revenir sur les moments historiques très forts, comme la prise d'otage. D'ailleurs, ceux et celles qui ont eu la possibilité de voir le film Argo, on revient sur cette période historique importante, qui est cette prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Et on verra évidemment dans les détails pourquoi il y a cette méfiance mutuelle et perpétuelle, pourquoi cette confiance est réciproque. Et on ira évidemment avec des exemples très très concrets. J'aime bien dans mes cours vous donner vraiment des éléments très très concrets, partir vraiment du terrain pour pouvoir comprendre l'ensemble. Donc donner des exemples très concrets pour comprendre cette tension bilatérale et pourquoi évidemment s'il y a une diabolisation toujours mutuelle d'ailleurs, c'est souvent dans les deux sens.
que ce type de diabolisation se fait. Évidemment, on reviendra sur les moments forts de 2020. Il y a eu beaucoup de choses en 2020. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de la COVID-19, mais pour l'Iran, il y a eu des enjeux très, très importants dès janvier 2020. Et il y a évidemment énormément d'impact sur les relations Iran-États-Unis. On verra également, même si on se concentre principalement sur les relations Iran-États-Unis pendant cette conférence, ce serait aussi intéressant évidemment de voir la position de l'Iran par rapport à l'État d'Israël. Donc finalement, une des tensions vient par le fait que l'État iranien ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et un autre point fort de cette actualité récente, c'est le fameux accord en fait signé entre l'Iran et la Chine cet été. Donc, on reviendra sur cet accord. On n'a pas beaucoup parlé dans les médias, mais il y a un accord de coopération qui a été signé en juillet 2020 pour 25 ans entre l'Iran et la Chine, ce qui va probablement aussi un peu changer la donne et va complètement aussi remettre un petit peu en question la position de l'Iran sur l'échiquier ou sur la scène internationale. Donc, je vous donne un peu quelques éléments comme ça, par-ci, par-là, mais évidemment, on va les voir en profondeur puisqu'on va avoir du temps pendant la conférence. Et puis, je reviendrai certainement à la session d'hiver, à voir avec Stéphane et en fonction du contexte sanitaire. Mais on va commencer à se concentrer le 5 octobre, si je ne me trompe pas au niveau de la date. C'est le 5 octobre que nous aurons cette conférence donc, sur les relations Iran-États-Unis, avec un accent évidemment à la fois sur l'actualité politique récente, mais évidemment on fera ce jeu d'aller retourner dans le passé, mieux comprendre le passé pour comprendre ce qui se fait dans le présent et sans vouloir faire de prédictions dans l'avenir, quand même avoir des connaissances, pouvoir comprendre ce qui s'en vient dans les mois et les années à venir. Donc voilà pour ma part. Bien, merci beaucoup, Anne-Miel. Je sais que tu dois quitter malheureusement. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de te retrouver le 5 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Stéphane. À très bientôt. Belle session à tous. Merci. Je vais maintenant passer la parole à nos partenaires qui sont Éducation Troisième Âge, qui offrent des cafés conférences de leur côté. Et justement, il y a M. Hervé Gagnon qui doit quitter lui-ci parce qu'il y a d'autres occupations de prévues à l'horaire. Alors, je vais lui céder la parole et par la suite, Jocelyne Vélimard, qui est représentante du comité des cafés conférences, qui va aussi présenter 2 conférences présentées par Éducation Troisième Âge. Alors, M. Hervé Gagnon, je vous cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. On m'a demandé de vous entretenir de la question, de la sempiternelle question qu'on nous pose toujours à nous, les romanciers, dans les salons du livre. C'est-à-dire, mais où vous prenez vos idées? Et je réponds toujours que j'ai généralement très peu d'idées, mais beaucoup d'informations. Comme je fais des thrillers et des romans policiers historiques, il me faut beaucoup plus d'informations que d'inspiration, dans le fond. C'est souvent à partir du matériel historique que je bâtis mes intrigues. Je dis toujours que je ne change pas ce qui s'est passé, mais qu'il y a assez d'inconnus dans l'histoire pour qu'il y ait des vides à remplir. Et c'est avec ces vides-là, généralement, que je construis mes intrigues. En gros, ce que je vais essayer de raconter aux gens qui voudront bien se présenter le 21 septembre, je crois, on me corrigera si j'ai tort. Ce que je vais leur raconter, donc, en gros, c'est qu'il me faut toujours d'un côté une intrigue, d'un autre côté, une théorie du complot. On ramène ça à l'époque où je veux travailler. Et étrangement, ça me donne des intrigues qui se tiennent assez bien. Elles peuvent se passer au 13e siècle, au 17e siècle en France. Elles peuvent se passer à la fin du 19e siècle à Montréal. Ça dépend de ce qui me tente à ce moment-là de la semaine. Et au bout du compte, je pense que ça donne des trucs qui sont quand même pas si mal, d'après ce qu'on me dit. Alors, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Des fois, les idées viennent de pas grand-chose. Et le plus souvent, ça vient de livres qui feraient de la très mauvaise histoire, mais qui font des bonnes histoires. Alors voilà, au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, M. Gagnon. Alors, c'est le 26 octobre, la conférence, le café conférence. 26 octobre. Bon, ben, oui, je le note parce que je me serais présenté tout ça en septembre. Bon. C'est bien ça. Alors, merci et bonne fin de journée à vous.
Et je vais maintenant céder la parole à Jocelyne Delimeur, la responsable des cafés conférences, qui va vous parler de deux conférences également présentées, une le 28 septembre et l'autre le 7 décembre. Alors, Jocelyne, tu peux activer ton micro. Tu peux activer ton micro, Jocelyne, on ne t'entend pas. OK. C'est correct, ça va? Là, on ne te voit plus, mais on t'entend. Ah, bon, ben attends, ça va revenir. Attends une minute. Ah, c'est parfait. Bon, on a tout, là, hein? Bon, c'est la totale. Le micro et le visuel. Bon, bonjour tout le monde. Moi, ça me fait plaisir, là, au nom du comité des cafés-conférences de l'éducation troisième âge, de vous parler des deux conférences qu'on a préparées sur les élections américaines. Bon, c'est un sujet d'actualité. On entend parler tous les jours ou presque de nos voisins américains. Il y a beaucoup d'enjeux qui se passent là-bas. Donc, pour nous, c'était une bonne occasion de commencer les cafés-conférences. Pour nous présenter ce sujet-là, ça va être M. Donald Coccelletta, que tout le monde connaît. Il a déjà donné des mini-séries. On connaît son point de vue. On connaît aussi toutes ses connaissances, là, ses expertises qu'il a sur l'histoire américaine. Donc, il va avoir deux conférences. Une première conférence qui va être préélectorale, qui va avoir lieu le 28 septembre, qui va nous parler des différents enjeux, comment il entrevoit les choses. Et il va avoir une autre conférence qui est post-électorale, qui va avoir lieu le 7 décembre. Là, on analysera qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, je vous invite à être des nôtres. C'est juste pour préciser, les cafés-conférences, c'est les conférences qui avaient lieu à l'amphithéâtre Sylvain Lelièvre, qui sont d'une durée de 2 heures. Donc, avec M. Gagnon qui vient de parler, c'est nos 3 conférences qu'on va avoir pour l'automne prochain. Donc, on vous attend. Non, en tout cas, on ne sait pas. Soyez des nôtres, ça va avec plaisir. Merci beaucoup, Jocelyne. Je passerai maintenant la parole à Sylvie Coutu, en histoire de l'art. On m'entend bien? Oui. Donc, oui, effectivement, ça me fait très plaisir de venir à votre rencontre aujourd'hui via la magie du web, faute de pouvoir le faire en présentiel cette année. Donc, je vous présenterai cette année ces deux conférences vraiment particulières et précises sur 2 grands artistes incontournables. Bon, le premier rendez-vous qui aura lieu, ce sera le 19 octobre et il sera question d'une artiste qui a pas mal été à la mode ces derniers temps, pendant l'année, entre autres parce qu'elle a été une des vedettes d'une exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Il s'agit donc de Frida Kahlo qui va nous occuper. Peut-être aviez-vous la chance, avant la pandémie ou même depuis que le musée était ouvert, d'avoir visité cette exposition-là, qui n'est pas une exposition sur Frida Kahlo, mais qui nous permettait quand même de plonger dans le contexte artistique du Mexique du début du 20e siècle. Donc, c'est là-dedans qu'on va replonger. Sachez que la visite de l'exposition n'est pas un prérequis à la conférence, mais ce sera un bon complément, certes. Donc, dans cette conférence que je vous propose, et bien sûr, on va revisiter la vie singulière vraiment de cette femme qui est pratiquement devenue une icône aujourd'hui, même au-delà de sa carrière artistique. Mais on va aussi plonger dans ses œuvres, des œuvres qu'on découvrira très, très autobiographiques, où elle se révèle en fait énormément. Donc, on va aller à sa rencontre au travers de tout ça. Et il va être aussi, bien sûr, question de la relation orageuse et passionnée qu'elle entretient avec l'homme avec lequel elle partagera sa vie, le fameux Diego Rivera, dont la brillante carrière vraiment sera aussi rappelée au centre de cette conférence-là, ainsi que celle de quelques-uns des autres artistes contemporains de ce début du 20e siècle-là. Donc, un premier rendez-vous, déjà, comme je disais, le 19 octobre, qui va nous permettre d'aller tout de suite à la rencontre d'un grand destin. Mais je vous en propose un autre, je vous en réserve un autre qui, celui-ci, aura lieu le 16 novembre. Et on brossera à ce moment-là le portrait d'un autre artiste tout à fait hors de l'ordinaire, qui lui aussi aura eu une vie assez atypique, disons. Il s'agira à ce moment-là d'Henri de Toulouse-Lautrec.
Avec lui, on retourne plutôt dans le Paris de la fin du 19e siècle, hein, dans celui des cabarets, des théâtres, des chansonniers, de la bohème. Donc, il va être question, bien sûr, de ses peintures, de ses géniales affiches aussi, et du court parcours biographique qui fut le sien, mais qui, je vous le promets, va être quand même assez riche en émotions. Hein. Donc, sa vie, elle est assez particulière pour ça. C'est une conférence qui, si vous étiez inscrit à la session précédente, elle était déjà incluse dans la programmation en l'hiver 2020. Malheureusement, elle a dû être annulée à cause des conséquences de la COVID, ainsi que le cours aussi sur l'Espagne, hein, qu'on venait tout juste d'entreprendre la veille de la fermeture du collège. Donc, je voulais juste vous mentionner que, bon, même si ce cours sur l'Espagne n'est pas à la programmation d'automne, moi, je tiens à le reproposer comme ça au collège. Donc, dans les sessions à venir, certainement, on verra dans quelles conditions tout ça aura lieu. Mais pour l'heure, disons que ce n'est que partie remise parce qu'on a 2 beaux rendez-vous qui nous attendent, 19 octobre, 16 novembre, avec beaucoup de supports matériels, vraiment des tonnes d'œuvres, des photos d'archives. On va essayer aussi un petit peu d'interaction avec vous dans ce nouveau format en ligne de 2 heures. Donc, on va essayer en tout cas d'explorer ça ensemble. Donc, j'espère vous retrouver en grand nombre. Je vous salue mes chers, j'ai très hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, Sylvie. Dans nos conférences du lundi, je passe maintenant la parole à Mme Anne-Marie Sicotte, qui a également une conférence à nous présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis autrice et historienne. J'ai déjà donné quelques conférences et une mini-série, je crois, avec vous, à vous. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un voyage historico-géographico-touristique sur le Richelieu. Donc, on va faire la visite, on va faire la descente du Richelieu, la rivière Richelieu, à travers le temps et l'espace. Donc, une immersion visuelle grâce à des illustrations d'époque. J'en ai beaucoup à vous proposer. On va donc remonter l'ancienne rivière des Iroquois, celle qui partait du lac Champlain et qui était une menace pour les Canadiens, les Français canadiens de l'époque d'avant la conquête. Ensuite, on va traverser la conquête britannique de 1760 et on va donc continuer la descente du Richelieu. On va parler de deux villages importants qui sont au début et à la fin, donc Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était anciennement le village de Dorchester, et Sorel, qui était anciennement William Henry. Donc, 2 endroits où les loyalistes américains se sont installés après la guerre d'indépendance américaine, ce qui a créé toute une dynamique sociale très intéressante. Et entre ces 2 pôles, on va voguer sur la rivière le long de la plaine du Richelieu et des montagnes qui l'entourent. Donc, un pays très canadien-français. On va parler du régime seigneurial. Je vais vous le raconter comme vous l'avez rarement entendu, je crois. On va parler aussi de prospérité économique. C'est une région très importante et très prospère, pour me répéter, par rapport notamment à la culture du blé et des céréales. Je vais vous faire évidemment des capsules sur le Bas-Canada, comme on appelait le Québec à l'époque, qui était alors sous la domination britannique. Et bien sûr, je devrais vous parler des rébellions, qui est quand même des rébellions patriotes de 1837-1838, qui sont quand même très importantes dans l'histoire de cette région. Je vais vous parler de l'Acadie, je vais vous parler de céramique, de moulins à vent, et on va même voir passer sur le Richelieu des voyageurs dans leurs canots. On va entendre leurs chansons. Et donc, c'est tout ça qu'on va faire. Quelle date donc, Stéphane? C'est le 23 novembre. Le 23 novembre. Alors, au plaisir de vous voir. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. C'est un beau rendez-vous à ne pas manquer, c'est certain. Et dans les conférences du lundi, également, nous avons M. Richard Fournier là, qui débute la série de conférences le 21 septembre. Alors, c'est la première de la saison. Richard s'excuse de ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais je vais vous présenter sa conférence là, rapidement. Alors, qui s'intitule « L'Écosse entre monstres du Loch Ness et barriques de Scotch ». Alors, c'est la plus nordique des nations du Royaume-Uni qui vous sera présentée, avec ses paysages uniques, souvent bâtis aux 4 vents, dans les Lowlands et les Highlands, avec ses moutons aux noms exotiques tels que Blackface et les Évériden. S'ajoutera une population aux racines profondes et aux coutumes particulières
dont le cœur peut balancer pour plusieurs vers une indépendance politique sur laquelle, bien sûr, les anime beaucoup en ce moment. Glasgow et Édimbourg nous ouvriront leurs portes. Alors, c'est un rendez-vous pour la première conférence le 21 septembre prochain. Alors, je vais maintenant passer aux mini-séries, parce que là, on parlait des conférences qui sont des conférences uniques tous les lundis, mais les mini-séries se déroulent sur une période de 2 à 5 semaines là, selon les présentations. Alors, selon les contenus, ils sont du mardi au vendredi. Alors, pour la première mini-série, j'inviterai M. Louis Caron, qui malheureusement, on ne peut le voir, mais on peut l'entendre. Alors, Louis, à toi la parole. Merci Stéphane. Alors, cet automne, je présenterai dos à dos ou bout à bout, comme on voudra, deux séries. D'abord une micro ou une nano-série de deux séances consacrées à la crise d'octobre, l'après-crise. À la session d'automne 2019, j'ai donné une série de 4 semaines sur la crise d'octobre, située dans le contexte d'une part de la Révolution tranquille au Québec et d'autre part dans le contexte international de l'époque, très agité par toutes sortes de mouvements de libération, d'émancipation, dans lequel a pris place finalement la crise d'octobre. Cet automne, évidemment, 2020 marque le 50e anniversaire de la crise d'octobre, un des événements les plus dramatiques et les plus tragiques de notre vie collective. Alors, ces deux séances-là sont consacrées à ce qu'a été la crise d'octobre dans les multiples effets qu'elle a eus, soit sur la société civile québécoise, et en particulier les groupes de pression, les syndicats, les mouvements communautaires, de même que l'incidence qu'elle a eue sur la question nationale au Québec et en particulier sur le mouvement indépendantiste. Et on essaiera en particulier de répondre à une question incontournable. Est-ce que la crise d'octobre a fait progresser la cause de l'indépendance du Québec? L'a-t-elle fait régresser ou n'a-t-elle eu aucune incidence sur le mouvement? Alors voilà, grosso modo, à quoi nous nous attarderons, nous attacherons dans cette première série. La deuxième est plus une macro-série de 5 semaines qui sera consacrée à Ludwig van Beethoven, un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique occidentale, et je dirais l'histoire de la musique au niveau mondial. Un génie incroyable. Alors, cette année marque le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, qui est donc un enfant du siècle des Lumières, hein, et ce siècle des Lumières qui va avoir une très grande influence sur le développement de l'imaginaire de Beethoven, qui va très largement partager les idéaux, les valeurs et toute une série de principes qui sont générés par ce siècle des Lumières. Alors, on va évidemment avoir comme point central de la série son œuvre dans ses multiples volets, symphonie, concerto, opéra, ainsi de suite. Donc, on explorera les différents genres musicaux à travers lesquels Beethoven s'est exprimé, mais toujours en mettant en rapport son œuvre avec le contexte socio-historico-politique de son temps, sa personnalité, sa psyché aussi, de même que sa santé. Ça peut paraître incongru, mais Beethoven a souffert toute sa vie de multiples affections qui ont eu une incidence sur sa pensée, sur son imaginaire, sur sa créativité. Alors, on essaiera aussi de pousser une petite pointe de ce côté-là. Alors, la première série se déroulera du 21 octobre au 4 novembre et la deuxième sur Beethoven du 11 novembre au 9 décembre. Alors, je vous invite nombreux et nombreuses à vous joindre à moi pour traverser à travers le sociopolitique dans un premier temps,
puis la musique et la culture dans un second temps. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment fort intéressant. Autre mini-série maintenant avec Mme Ginette Charbonneau. Ginette, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, la session d'automne 2019, j'ai eu la chance d'offrir chez vous une série de 3 cours sur l'histoire de Montréal, c'est-à-dire les prisons de Montréal, les bains publics de Montréal et le 1000 carrés doré. Or, il était prévu qu'à la session qui se serait terminée il y a peu de temps, c'est-à-dire la session hiver 2020, que je vous offrais une suite à tout ça. Évidemment, pour les raisons que Sylvie a mentionnées tantôt, bien, ça n'a pu avoir lieu. Alors, voici que je représente cette série-là. Et je précise que là aussi, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir suivi la série de l'année dernière. Les sujets touchent tous Montréal, c'est le dénominateur commun, mais par contre, chaque sujet est indépendant en soi. Donc, il n'y a pas de prérequis nécessaire. Alors, pour la session virtuelle, je vous offre 3 rencontres, soit le 6, le 13 et le 20 octobre, de 14h à 16h. Alors, les 3 thèmes se déroulent comme suit. La première rencontre, donc celle du mardi 6 octobre, va être consacrée à l'histoire des rues de Montréal. Alors, dans un premier temps, on va parler de quelques généralités, c'est-à-dire on va voir apparaître les premières rues d'après les plans du sulpicien Dolé de Casson en 1672. C'est l'équivalent d'une partie de ce qu'on appelle le Vieux-Montréal maintenant. Puis, avec le développement des faubourgs, on va voir les rues se multiplier. Avec l'accroissement démographique, on va voir les côtes plus éloignées, comme Côte-des-Neiges, etc., se joindre à Montréal. Et tout ça va amener à la constitution de grandes rues qu'on connaît très bien maintenant, mais dont on connaît très peu l'histoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est, après les généralités, on va étudier une douzaine des rues de Montréal. Pas nécessairement les plus connues. Bien sûr, je vais aller chercher parmi les plus vieilles des rues qu'on connaît bien, Saint-Paul, Notre-Dame. Il y a aussi des incontournables qu'on voit comme très actuels, mais qui pourtant remontent au régime français. Je pense à l'actuel boulevard René-Lévesque, je pense à la rue Sainte-Catherine, mais il y a aussi quelques petites raretés qu'on connaît très peu, mais qui pourtant sont là depuis longtemps dans le paysage urbain. Je mentionne entre autres la petite rue de la Capitale et la ruelle Chagouamigon. Pour les découvrir, c'est la première rencontre. Lors de la deuxième rencontre, donc celle du mardi le 13 octobre, le dénominateur des 2 parties de cette rencontre-là, c'est l'eau. L'eau intérieure à Montréal et l'eau qui entoure Montréal. Donc, la première partie du cours va être consacrée, si on veut, à un aspect de Montréal que souvent on oublie, c'est que par le passé, Montréal, l'île de Montréal était truffée de cours et de plans d'eau qui aujourd'hui sont disparus pour des raisons évidentes de commodité. Alors, soit qu'ils ont été canalisés ou qu'ils ont été tout simplement détruits. Donc, on fait un genre de tour virtuel avec des photos, des cartes. On fait un tour virtuel de l'île pour voir où étaient situés certains de ces plans et cours d'eau intérieurs de Montréal. Et ici, la grande majorité, j'allais dire malheureusement, mais il faut être réaliste, ce serait déjà une entrave dont on n'a pas besoin pour la circulation à Montréal. Alors, si la grande majorité ont disparu, bien, il y en a encore qui ont discrètement laissé des traces dans le paysage urbain. On va partir à leur recherche. La deuxième moitié de cette deuxième rencontre, on garde notre thématique de l'eau, mais là, on sort de l'île. On va s'arrêter à l'histoire de la conception, de la construction et de l'évolution de certains des nombreux ponts de l'île de Montréal qui font le lien avec l'extérieur. C'est sûr, quand on parle de pont à Montréal, je pense qu'unanimement, on peut dire que c'est un irritant majeur pour quiconque a à les traverser dans un sens ou dans l'autre pour accéder à Montréal ou pour en sortir. Mais reste que derrière tout ça, malgré les grands inconvénients de vivre sur une île, les ponts sont essentiels et ont été essentiels au développement tant économique que social et culturel de Montréal. Et finalement, la troisième rencontre, mardi le 20 octobre, elle aussi se divise en 2 parties. Le dénominateur commun, cette fois-ci, ce sont les espaces verts. Mais attention, espaces verts utiles à la vie et à la mort. Donc, vous l'aurez deviné, la première partie sera consacrée au parc.
Bien sûr, on va parler du développement des grands parcs. Les grands parcs de Montréal, exemple, le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine, qui, eux, sont développés à partir de 1872. Et en fait, ce qu'on voulait avec ces parcs-là, qui sont conçus comme tels, c'était apporter un bol d'air pur et de santé à une population qui vivait dans les bas quartiers de Montréal, qui étaient enfumés, etc. Mais si ces parcs-là, on les connaît bien, on connaît pas mal leur histoire, on oublie qu'il y a d'autres parcs un peu partout dans les différents arrondissements de Montréal qui ont déjà été conçus pour autre chose. Alors, il y a des carrières qui sont devenues des parcs et il y a même des cimetières qui sont devenus des parcs. Alors, on va s'arrêter à l'histoire de quelques-uns d'entre eux. Et on va finir, j'allais dire sur une note joyeuse, ce n'est pas tout à fait le cas, sur l'histoire des cimetières de Montréal. Alors, il y a à Montréal, parmi les plus grands et les plus beaux cimetières d'Amérique du Nord. On pense au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, on pense au cimetière du Mont-Royal. Mais il y a aussi plusieurs cimetières qui étaient installés en périphérie, si on veut, de l'île de Montréal, mais il y en a aussi plusieurs qui étaient dans ce qu'on appelle le centre-ville et le vieux Montréal actuel. Or, bien entendu, pour des raisons sanitaires et d'étalement urbain, ces cimetières-là sont disparus. Alors, on va aller en découvrir quelques-uns. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des aspects assez hétéroclites de l'histoire de Montréal, mais je vous dis que mon but premier est toujours de vous donner le goût de redécouvrir une ville que parfois on boude parce qu'on en voit plus les irritants que les intérêts. Alors, j'espère vous voir en grand nombre, 6, 13, 20 octobre, 14h à 16h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ginette. Encore un sujet fort intéressant. Et pour rester dans cette dynamique-là, j'inviterai M. Ron Fournier, Ron Williams, qui est notre spécialiste vraiment aussi. Ron, qui est en urbanisme du paysage, qui est une solidité dans ce secteur-là. Alors, je te passe la parole, Ron. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Et bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer encore une fois au programme de conférence pour le troisième âge du Collège de Maisonneuve. Et cette année, je vais présenter deux conférences sur un sujet que j'appelle les monuments naturels. Il s'agit de la création et l'évolution des parcs nationaux et provinciaux de l'Amérique du Nord, donc qui ont un fort lien de parenté avec les parcs et cimetières montréalaises dont Mme Charbonneau va parler. Depuis l'Antiquité, on voit que les grands paysages remarquables, les lacs, les montagnes, les forêts, les rivières, étaient regardés d'une façon spéciale par les gens. Il y avait deux approches classiques. Dans un cas, ces espaces étaient regardés comme l'abode des dieux. Donc, il y avait une consacration et une vénération de ces paysages remarquables. De l'autre côté, ces paysages étaient souvent appropriés par les gens de grande influence comme des chasses gardées pour leur propre recréation. Donc, cette tendance, on le voit dans beaucoup de différents milieux et beaucoup de différents temps. Et tout d'un coup, au 19e siècle, presque en même temps que les grands parcs urbains et les grands cimetières dits ruraux, c'est-à-dire à l'extérieur des villes, mais servant les villes, étaient fondés, on voit la création de l'idée de parc national. Une toute nouvelle idée qui est née en Amérique du Nord. Donc, c'est la conservation des grands espaces naturels, mais c'est aussi leur ouverture à toute la population. À première vue, ça peut sembler un peu contradictoire, et c'est contradictoire, et ça a toujours été contradictoire, et c'est contradictoire aujourd'hui. Mais il y a toujours ces deux objectifs. Et je vais, dans les deux conférences où je traite ce sujet, je vais d'abord parler de la fondation des
parcs nationaux et provinciaux vers 1872. C'est la même année que Mont-Royal, par exemple. Et on voit que ça commence en Californie avec le parc Yosemite, en Wyoming avec le parc Yellowstone, mais très rapidement, on voit que cette idée traverse la frontière canadienne et on voit la création des parcs Banff, Jasper, etc., surtout dans les Rocheuses. Et cette fondation des grands parcs dans l'est du pays, des pays, c'est totalement différent. Ce n'est pas les gouvernements fédéraux ou fédéraux qui créent les parcs, c'est les gouvernements provinciaux. Donc, on voit la création du parc Algonquin en Ontario, le parc des Adirondacks à New York, les grands parcs de la montagne tremblante et le parc des Laurentides et la Gaspésie au Québec. Pour différentes raisons, c'est différents niveaux de gouvernement qui créent ces parcs. Dans la deuxième conférence, je vais explorer le développement de cette idée jusqu'à aujourd'hui. Les parcs nationaux ont suivi différents chemins et on voit la contradiction accessibilité-conservation se jouer de façon fascinante. Donc, il y a deux conférences les jeudis 5 et 12 novembre. Le premier, c'est juste 2 jours après l'élection américaine. Donc, c'est pour peut-être explorer un aspect de la culture américaine qui est beaucoup moins controversé. Et donc, j'invite tout le monde à participer à ces deux conférences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Williams. Fort intéressant également. Je passerai maintenant la parole à Mme Nicole Gagné, une autre de nos éminentes spécialistes de l'histoire de l'art. Nicole, la parole est à toi. Oui, OK, on t'entend. Le micro. Oui, ça va. Tu l'as fermé. Il est fermé. Très bien. Je crois que je l'ai. Très bien. Là, il est beau. Bien. À toi la parole. Alors, bonjour à tous. Je ne vois pas mon image, je ne vois pas mon visage. Bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous virtuellement. Alors, ça sera toujours comme ça, sans que je vois mon visage? On te voit ici. L'important, c'est qu'on voit. Vous me voyez et moi, je ne me vois pas. C'est très bien, d'accord. Alors, je vous présente donc 4 rencontres, 4 conférences. La première rencontre pour la rentrée, ça sera une nouveauté. Alors, je vais vous présenter les chefs-d'œuvre de Turner. Turner est le plus grand peintre de l'âge d'or de la peinture anglaise, c'est-à-dire le 19e siècle. Et puis, c'est à l'occasion d'une exposition qui lui sera consacrée au Musée des Beaux-Arts de Québec. Suivra, eh bien, un classique, c'est-à-dire Cézanne. Cézanne, les lieux peints et les lieux de vie de Cézanne. Cézanne est très important, c'est le père de la modernité. Pourquoi? Pourquoi est-il le père de la modernité? Parce que au 19e siècle, il va abandonner les règles, il va bouleverser complètement les conventions de la peinture académique. C'était énorme. Il va influencer le cubisme. Et puis, pour la 3e rencontre, mes rencontres sont cédulées les vendredis, du 2 octobre jusqu'au 23 octobre. Alors, pour la 3e rencontre, ça sera, eh bien, alors là, le génie vraiment du 20e siècle. Je vais vous présenter un cubiste, c'est vraiment le chef de file du cubisme, il s'appelle Picasso. Et quoi Picasso? Picasso, son art et les femmes qu'il a aimées. Oui, il le faut absolument. Elles sont déterminantes. Ce sont des muses. Et puis, chacune apporte avec elle leur style et leur couleur. Donc, on voit les différentes périodes. Il le stimule, il va créer d'une nouvelle manière avec chacune de ces rencontres. Et puis, je termine par une nouveauté, encore une autre, eh bien, c'est l'art déco. L'art déco à Paris, parce que l'art déco est né à Paris. L'art déco, eh bien, l'art déco à New York, la capitale de l'art déco. On ne connaît pas une ville au monde aussi définie
par son style art déco. Je pense aux 3 grands gratte-ciel les plus beaux de New York, tout le monde le sait, vous le pensez, vous le dites, l'Empire State Building, le Chrysler Building et puis Rockefeller Center. Au Rockefeller Center, je m'attardais à décrire la décoration, les bas-reliefs et la sculpture, chose que je n'ai jamais le temps de faire puisque quand j'aborde New York. Et puis aussi, à New York, eh bien, un skyline tout à fait original. C'est le skyline des immeubles locatifs situés sur Central Park West avec leurs tours jumelles et beaucoup plus, eh bien, le Waldorf Astoria, le Paramount Building, etc. Alors, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire et je vous attends. Et je vous attends. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Je passais maintenant la parole à M. Guy Sauvé, notre musicologue. Alors, Guy, à toi la parole. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je suis très heureux de m'initier pour une première fois à des présentations visuelles, vidéoconférences. C'est la première fois que je fais ça. Alors, j'espère que vous pardonnerez un peu le malaise que j'ai avec ce nouveau média. Donc, 2 présentations, une en automne, une l'hiver prochain. La première, ça va être une mini-série en 4 parties du 20 novembre au 11 décembre. Alors, pour accélérer un peu le processus de présentation, j'ai rédigé un petit laïus et j'espère que ça conviendra pour la présentation. Mais avant, j'insiste sur le fait que, comme il va y avoir images, PowerPoint et audition musicale, donc les conférences vont avoir lieu à partir du Collège de Maisonneuve, où on va pouvoir bénéficier d'une infrastructure informatique de la plus grande qualité possible. Parce qu'évidemment, pour la musique, particulièrement la musique classique, il faut le dire, la meilleure qualité de son qu'on puisse avoir, bien, ça nous permet d'apprécier davantage les compositions. Alors, pour la première présentation, qui s'intitule « Trésors et paradoxes d'un génie », 2 petits points, regard sur les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach. Alors, voici le petit laïus que j'ai rédigé. En cette période de confinement où les nouvelles à la télé ne cessent de nous parler des décès causés par le COVID, des rebondissements de la campagne présidentielle américaine, des émeutes qui font rage un peu partout sur la planète, il fait du bien de se reposer le cœur et l'esprit grâce à la beauté dont l'humain est encore capable et de se rappeler qu'il n'y a pas que des ténèbres qui font partie de notre monde. Parmi toutes ces belles réalisations humaines, on doit compter l'ensemble des cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach, car elles sont d'une beauté intemporelle, d'une beauté qui traverse le temps, les frontières et les cultures. C'est dans ce répertoire, c'est-à-dire le répertoire de la musique sacrée, que Bach a donné le meilleur de lui-même, qu'il s'est fixé les plus hautes exigences d'un art propre à susciter une très grande variété de sentiments, tout en contribuant à la vie spirituelle de toute une communauté. Le titre de la conférence, comme je le disais, est « Trésors et paradoxes d'un génie ». Il y est effectivement question d'un homme de génie, créateur d'un véritable trésor musical. Mais ce joyau de la culture occidentale ne s'est pas forgé sans que son auteur ait éprouvé lui-même quelques contradictions, dont je vais parler, ni sans qu'au regard d'aujourd'hui, le public se demande comment il fait la part entre ce qui le distingue et ce qui l'unit à une œuvre aussi transcendante. C'est donc une invitation à une aventure artistique et profondément humaine que je vous lance. J'ai sélectionné pour cette série en 4 parties ce qui m'a semblé être les plus beaux moments de ce vaste projet, un des plus vastes qui fut entrepris dans toute l'histoire de la musique, Alors, je le répète, il va y avoir une présentation PowerPoint qui permettra de voir de belles images, de belles œuvres picturales tout au long de l'audition des extraits musicaux. Pour la deuxième partie, alors là, je vais arranger mon télésouffleur manuel
parce que ça va être plus facile pour moi de lire mon texte. Alors, désolé pour le délai, ça ne devrait pas être trop long. Alors, pour la session d'hiver, je vous invite... Guy, je t'arrêterai parce qu'on va parler seulement de la session d'automne, parce que pour ce qui est de l'hiver, on va attendre un peu les développements de la santé publique. On n'en est pas rendu là. On va suivre ça très près, effectivement. Oui, je te remercie beaucoup. Merci. Et effectivement, comme Guy le mentionnait, pour ce qui est du cours de Guy, également du cours de Louis Caron sur Beethoven, pour ces deux cours-là, ce serait bien sûr pour profiter de la qualité de la musique, ce serait préférable d'utiliser des écouteurs si vous en avez. Alors, ceux qui vont s'inscrire à ces deux mini-séries, pour profiter au maximum là, de la qualité musicale, je vous suggère bien sûr d'avoir des écouteurs ou de vous en procurer ou d'en emprunter à vos enfants ou amis. Je pense que ça vaut vraiment la peine dans le cas de ces deux mini-séries. Je ne sais pas si Louis, tu peux rajouter un petit mot. Là, on te voit maintenant enfin avec nous. Je suis réapparu. Je ne sais pas si ce serait possible que je reprenne ma présentation puisque j'ai trouvé où était le problème technique pour la caméra. Oui, pour la caméra, oui. Peut-être beaucoup, en un petit résumé peut-être en 2 minutes. Ou je pourrais attendre à la fin complètement pour le reprendre parce que... oui, OK. Ouais. Je vais donner la parole avant à Mme Louise Girard qui anime notre club de lecture. Alors, Louise, tu peux ouvrir ton micro. Ça va? Oui, bonjour Louise. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. C'est ma 3e année comme animatrice de club de lecture. Et j'ai simplement à vous dire qu'il n'y a aucun virus qui peut parasiter le plaisir de partager nos lectures. Et le moment privilégié pour le faire, c'est bien un club de lecture. Donc, je vais le faire rapidement. La programmation de l'automne, je ne parlerai pas celle de l'hiver, naturellement. Je les ai apportées avec moi. J'espère que tout le monde le voit. Le premier roman, ça va être le 29 septembre prochain. Tu peux le monter un petit peu, peut-être? Un petit peu? Ah oui. Le 29 septembre prochain, ça s'appelle Le bal des folles de Mme Victoria Mas. C'est une jeune auteure de 30 ans qui s'est inspirée d'une histoire vécue qui s'appelle Le bal des folles. Donc, on se retrouve au 19e siècle où on internait des femmes dans les instituts psychiatriques qui existent encore à Paris. On les internait pour leur hystérie, pour avoir trompé leur mari, pour ne pas avoir voulu le rôle traditionnel qu'on a voulu aux femmes. Donc, on les internait dans cet institut psychiatrique et on a raconté leur histoire, leur détresse dans ce roman-là. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le bal des folles, qui a existé vraiment, initié par un médecin qui s'appelle Dr Charcot, qui existe encore. Il y a encore cette référence-là où tout le Paris élite venait voir ces femmes-là. Puis en même temps, on se retrouve dans le Paris de Zola, avec les Halles, avec le canal Saint-Martin, etc. C'est super intéressant pour les recherches que cette jeune femme-là a faites de son roman. En octobre, le 27 octobre, là, on est au Québec. C'est pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion, une grande écrivaine québécoise, plusieurs prix encensés par les critiques. Lorsqu'on lit ce roman-là, on descend le fleuve Saint-Laurent de Montréal à Kamouraska. Et c'est ça qui est intéressant, c'est poétique. On retrouve Anna, où elle découvre avec sa grande amie les carnets de sa mère qui vient de décéder. Mais ce qui est intéressant dans le roman, c'est les amours de sa mère et de sa grand-mère cachés. Ce n'est pas nécessairement son père. Et donc, c'est ça qu'on retrouve là-dedans. Donc, quand on lit ce roman-là, on est au rythme des marées. Le fleuve Saint-Laurent est un personnage et je n'ai pas pu m'empêcher. Il y a tellement de métaphores dans son roman. Donc, j'en ai retenu un qui est extraordinaire. Et je vous le dis, si le fleuve est une histoire de naufrage et de recommencement. Juste le titre du livre nous inspire. On a envie de le lire et surtout donner le goût de lire. En novembre, ça va être le 17 novembre. C'est Les Folies de Anne-Claude Thériault. C'est 5 portraits de femmes
qui ont traversé le temps. C'est leur histoire, c'est leur génération. On parle de l'Irlande au Nouveau-Brunswick. Et ces femmes-là qui cherchent simplement toute la même, ou tout le même intérêt, toute la même chose, c'est de survivre. C'est fascinant, c'est bien écrit. Encore une fois, c'est une Québécoise et ça se lit d'une façon extraordinaire et ça va se discuter d'une façon extraordinaire quand on retrouve l'histoire de ces femmes fortes-là. Le dernier, je ne l'ai pas, je l'ai oublié. Là, ça va être en décembre, 15 décembre. Ça s'intitule « Là où chantent les écrevisses ». C'est un livre de Delia Owen. Delia Owen a 72 ans, c'est son premier roman. C'est une zoologue. Okay? Elle est inspirée de la nature. Donc, elle nous raconte le destin de Kia. C'est une jeune enfant, une jeune adulte, abandonnée par les parents, abandonnée par ses frères et sœurs, dans les marais de la Caroline du Nord. Elle y vit pendant plus de 20 ans, hein, seule, ostracisée par la population autour, et Kia apprend à lire, mais pour une deuxième fois, elle est abandonnée. Donc, on retrouve cette histoire-là, mais surtout, on est fasciné par les marais. Qu'est-ce que c'est les marais? Et c'est ça qui est intéressant dans ce roman-là, qui vient nous chercher un roman de 500 pages, 4 romans où ça va être intéressant de partager le plaisir de nos lectures. Encore une fois, il n'y en a pas de virus qui peut parasiter ça. C'est ça qui est intéressant. Et juste en passant, pour vous avoir tous et toutes écoutés, c'est super intéressant les conférences qu'il va y avoir ainsi que vos cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Très inspirant comme lecture également. Et je vous indique que, bien sûr, dans notre page web, là, tous les titres des 4 romans seront inscrits. Alors, ceux qui veulent s'inscrire au club de lecture pourront, bien sûr, les... Donc, juste dire quelque chose, oui. Je pense que c'est de 14h à 16h. C'est toujours de 14h à 16h pour l'ensemble de la programmation d'automne. C'est ça, j'ai déjà envoyé la programmation à Sam. Oui, c'est ça, ça va se retrouver sur notre page web ici, dans les détails du club de lecture. Et j'aimerais aussi mentionner que Mme Danielle Grenier, qui va offrir également un cours de peinture et calligraphie et peinture chinoise, comme elle offre à l'habitude ici à Maisonneuve, d'une façon tout à fait innovante, avec 2 caméras pour montrer un point de vue là, du dessin et de la peinture. Alors, c'est un rendez-vous également. Là, elle vous laisse le bonjour, elle pouvait être avec vous aujourd'hui. Vous invite bien sûr à vous inscrire à son atelier de peinture et de calligraphie. Alors, je recéderai la parole à M. Louis Caron, là, qui a pu finalement se joindre avec nous en images et nous représenter la suite de façon succincte ces 2 mini-séries. Alors, Louis, à toi la parole. Merci. Alors, je voudrais partager avec Guy Sauvé, en particulier, le fait d'expérimenter, moi aussi, pour la première fois, cette technologie-là, qui nous permet quand même de pouvoir donner suite à nos activités virtuellement. Alors donc, à l'automne, je donnerai donc 2 séries. Une nano-série de 2 séances, de 2 semaines, consacrée à l'après-octobre, c'est-à-dire quels ont été les effets, les conséquences de la crise d'octobre dont nous avons étudié l'émergence, le déroulement et la conclusion à l'automne 2019. Cette fois-ci, on s'intéressera à ce que la crise d'octobre a provoqué à la fois au Canada et au Québec, mais particulièrement au Québec, les conséquences sur la société civile québécoise et en particulier sur les principaux groupes de pression, notamment les syndicats, sur les partis politiques. Et nous demanderons en particulier si les événements d'octobre ont eu pour effet d'accélérer en quelque sorte la montée du souverainisme et de l'indépendance du Québec, ou au contraire, est-ce qu'elle a fait régresser ce projet politique et social, ou encore, c'est possible, si elle n'y a rien changé du tout. La deuxième série, elle, une macro-série, en quelque sorte, de 5 semaines, sera consacrée
à Ludwig van Beethoven, non seulement mon compositeur préféré, ce qui n'est pas d'une très grande importance, mais un des plus grands compositeurs de toute l'histoire de la musique occidentale, mais aussi dont la portée est universelle et transnationale, une musique capable de rejoindre tous les humains sur cette terre, au-delà de leurs différences sociétales et culturelles. Alors, bien sûr, le centre de cette traversée de la vie et l'œuvre de Beethoven sera évidemment sa production, ses créations, dans le domaine orchestral, notamment les symphonies et les ouvertures, des œuvres concertantes, son unique opéra, Fidelio, mais quel opéra, et évidemment, le dernier et non le moindre de ces volets-là, qui sera consacré à la musique de chambre de Beethoven, et en particulier à cet extraordinaire ensemble que constitue ses quatuors à cordes. Et en dernier segment, on s'intéressera à sa musique instrumentale et bien sûr à ce corpus magnifique qui sont ces 32 sonates pour le piano. Alors, voilà pour cette traversée qu'on essaiera bien sûr de situer dans le contexte du siècle des Lumières qui a vu naître et se développer Beethoven. On s'intéressera aussi à sa personnalité, à sa psyché, à sa santé, puisque de nombreuses maladies l'ont affligé toute sa vie et ont affecté, coloré, modulé en quelque sorte son œuvre et ses créations. Merci beaucoup, Louis. Il y a M. Hervé Simoneau, le président d'Éducation 3e âge, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais qui tenait bien sûr à vous saluer et à vous souhaiter une très belle session d'automne. Alors, comme vous le saluons aussi. Ah, c'est très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, la pandémie ne nous a pas arrêtés. Ça a plutôt stimulé notre créativité d'être au rendez-vous, de relever le défi de vous offrir une session virtuelle. Mais je crois que, comme vous avez pu le constater, nous avons des contenus fort intéressants et fort inspirants. Et peut-être un des avantages de la pandémie, de ces présentations virtuelles, c'est que nous ne sommes pas limités en termes de nombre de participants. Comme c'est des inscriptions virtuelles, alors je pense qu'on peut aller jusqu'à 300 participants par événement, là, par conférence ou mini-série, ce qui n'est pas le cas quand c'est au collège. Nous sommes limités à 45 personnes dans notre classe. Alors, j'en profite pour vous inviter, bien sûr, à partager la page web du collège des inscriptions dans vos réseaux, soit vos réseaux Facebook ou peu importe, vos réseaux d'amis, que ce soit dans d'autres villes également. Alors, tous les gens peuvent s'inscrire en suivant les liens sur notre page à ces cours virtuels en Zoom. Alors, je pense que c'est une belle occasion, peut-être au moins la pandémie nous donnera un avantage de toucher de nouvelles clientèles. Alors, je vous invite bien sûr à partager la bonne nouvelle. Alors, ça conclut la présentation de notre porte ouverte virtuelle de cette belle session d'automne 2020. Alors, c'est un rendez-vous bien sûr, dès demain, le 9 septembre, c'est le début des inscriptions à minuit. Ça commence à minuit, les inscriptions en ligne. Alors, on vous invite à vous inscrire en grand nombre et à nous donner un coup de main parce que c'est un défi également au niveau des inscriptions. Alors, on compte sur vous et au grand plaisir de vous retrouver dans nos conférences et nos mini-séries pour cette session d'automne. Merci beaucoup à tous. Merci à mes professeurs et conférenciers qui ont relevé le défi avec nous. Et au grand plaisir de vous retrouver. Merci Stéphane.